Nous accueillons s'il vous plaît très fort Gloria, Naya, Charlie, Elsa, Maxime, Adam, Lucie, bref, toute la classe. À vous. Jusqu'à qu'il arrive. Bonjour. Notre sujet est la face cachée de la célébrité. On va vous parler de la face cachée de la célébrité. Parce que être célèbre, ça n'a pas que des bons côtés. Quand même, les autographes, les projecteurs et les séances de presse, au bout d'un moment, ça doit être un peu fatigant. Vous vous imaginez, vous, à leur place? Et entendu ce que Billie Eilish a dit à la radio? Et oui, c'est aussi ça, être une star. Se faire critiquer en permanence sur ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses ou ce que tu es. Chaque mot sortant de ta bouche est source de critique. On regarde comment tu es habillé, coiffé ou encore maquillé. Chaque faux pas peut inciter des messages insultants ou encore vexants. Il y a quelques années, à la radio, un journaliste a dit « Oshi, elle a du talent, mais qu'est-ce qu'elle est effrayante, elle est moche, qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. » Vous trouvez ça normal, vous, que quelqu'un dise ça de vous? Moi non. Ou encore, à la fermeture des JO, des millions de gens ont critiqué la nouvelle coupe de cheveux de Angèle. Elle a le droit de se couper les cheveux, que les gens le veuillent ou non. Cette crainte du regard des autres consiste à ne pas pouvoir se montrer au naturel, ne pas pouvoir se montrer si on est triste ou encore en colère par peur du jugement. Quand on est artiste, on ne peut pas se tromper sur scène ni sur ce qu'on dit. En globalité, ne pas faire de faux pas. Quand on n'est pas aimé, eh bien, il faut faire avec. Certains sont stressés à cause de leur entourage ou encore du regard des autres. Le stress sur les réseaux. Être une star, c'est être filmé à longueur de journée. Des personnes peuvent imiter ta voix et ton visage et inventer des faux discours qui racontent des fausses choses sur toi. Les TikTokers se donnent des défis dangereux inventés par eux-mêmes. Les stars font croire que leur vie est super, mais derrière ça, leur vie n'est pas aussi bien que l'on pense. Nous, on est là pour vous montrer la vie sociale des célébrités. Car derrière leur masque, il y a beaucoup de solitude et de détresse. Les regards de leurs proches changent et ils ne passent du temps avec eux plus que par intérêt. Les gens les aiment sans connaître leur vraie personnalité, ce qu'elles aiment ou ce qu'elles ressentent. Les stars se font souvent de faux amis qui ne les aiment que pour leur célébrité et elles n'ont quasiment plus d'amis fiables avec qui elles peuvent passer du temps en étant elles-mêmes. Certaines personnes célèbres portent des masques, des chapeaux ou des lunettes noires pour passer incognito, rien que pour aller faire les courses. Et elles ne peuvent plus ni se confier, ni même discuter, car leurs proches risqueraient de vendre leurs informations. Les gens les imitent et font comme eux, jusqu'à faire des actes dangereux, comme le défi des doigts en feu, créé par des TikTokers, inspiré par un album de Jul, généré par l'intelligence artificielle. Cela a blessé de nombreuses personnes. Jul a alors été obligé de poster une vidéo pour dire qu'il ne fallait plus le faire. Les stars sont donc obligées de faire attention à tout ce qu'elles font et à leur influence.
Être une star, ce n'est pas qu'être heureux. On va vous expliquer que derrière leur sourire, les stars peuvent souffrir de leur célébrité à cause de la pression. Certaines se droguent, d'autres dépriment, mais aux yeux de tous, elles sont heureuses et épanouies. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, Stromae, un artiste belge connu pour sa musique qui mélange des influences variées, a révélé après une période de succès intense avoir souffert de problèmes de santé mentale, notamment de dépression. Dans des interviews, il a expliqué que la pression de la célébrité avait un impact sur sa santé mentale. Il y a aussi la chirurgie et l'apparence. Michael Jackson, lui, s'est totalement défiguré. Il a été soupçonné d'avoir profité de son vitiligo, une maladie de la peau, pour paraître plus blanc et enlever ses traits noirs. Passons aux addictions comme la drogue et l'alcool, malheureusement très fréquentes chez beaucoup de stars. Amy Winehouse, une des plus belles voix anglaises, est morte à 27 ans d'une overdose d'alcool. Elle dépensait 1100 € par jour pour sa drogue. C'est une somme énorme. Elle était vraiment mal. Bon, après tous ces exemples, Amy Winehouse, Stromae, Michael Jackson, ces stars étaient vraiment mal. Mais il ne faut pas non plus généraliser les cas. Il y en a qui sont très heureuses. En même temps, il faut se mettre à leur place. Ça doit vraiment mettre la pression. Vous pensez que c'est normal que des stars se mettent en danger pour leur succès? En tout cas, moi, non. Qu'on dirait qu'ils ont suivi une formation d'éloquence. La prochaine école est l'école 293 Pyrénées du 20e. Vous êtes où? Il se passe, il n'y a pas si longtemps, dans un pays où les enfants avaient réussi à prendre le pouvoir. Les citoyens étaient donc des enfants. Les parents, eux, avaient été expédiés à l'autre bout du continent. Dans ce pays, il y avait bien sûr une présidente, sa première ministre et son amie, la directrice de la Révolution. Oyez, oyez, braves gens, écoutez-moi. Je suis ici non pas pour faire du blabla, mais pour vous annoncer les nouvelles lois que j'ai instaurées. Programme scolaire réaménagé, langue française simplifiée, classe de découverte au choix, argent distribué aux pauvres, la paix dans le monde et éliminer les méchants présidents. Pas besoin de citer leur nom. Ne vous inquiétez pas, en tant que première ministre, je demanderai qu'il pleuve des bonbons une fois par mois et que de grandes fêtes médiévales soient organisées. Fête de la musique, barbecue et célébrer le 14 juillet, date précise où nous sommes montés au pouvoir. Eh oh, vous avez pensé à nous qui nous sommes battus pour le pouvoir, la liberté et regarder le monde. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. On se croirait dans une fête foraine mal organisée. Des bonbons qui traînent par terre, des gens qui ne savent même pas ce que c'est la vraie langue française, sans parler des présidents qui viendront bientôt nous faire la guerre. Nous sommes des enfants, bon sang, pas des machines à faire des bêtises. Faisons revenir les parents. Non mais elle a perdu la tête. Cette fille est complètement folle, ma parole. De 1, vous vous êtes battus, mais nous aussi. De 2, c'est pas une fête foraine mal organisée, c'est notre nouvelle vie. De 3, tout le monde sait ce que c'est la langue française. La preuve, écoutez. Madame, qu'est-ce que c'est pour vous la langue française? Ben, la langue française, c'est quand on fait par exemple 4 plus 4 est égal 6. C'est la langue française, ça, non? Non mais ça, attendez, c'était un mauvais exemple, c'est pas grave. De 4, aucun président va nous faire la guerre. Première ministre, emmenez-la au centre de rééducation. Encore une de celles qui croient qu'elles ont toujours raison. Ah, mais vous êtes pas de mon bras, vous décapitez! Ah, oui! Où avais-je la tête? La langue française, c'est les triangles, les carrés, les solides, les angles droits, tout ça, quoi! Mais pas du tout. La langue française, c'est l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. Elle est complètement folle! Laissez-la! La langue, mais ce n'est pas important. Voyez bien qu'on arrive à communiquer. Madame, qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette pancarte?
sais. Il est écrit W-E-H, ce qui fait le mot aujourd'hui. Mais pas du tout. Il est écrit président. Ce n'est pas compliqué pourtant. Ça s'écrit avec un H, un W et un X. Si je puis me permettre, mon excellence, président ne s'écrit pas avec un H, un W et un X. Cela s'écrit avec un P, un R et je ne sais plus quoi. Mes amis ont raison, nous ne savons plus ce qu'est la langue française. Première ministre, nous devons faire revenir les parents. Eux au moins savent ce qu'est la langue française. Bon, j'admets que parfois je fais quelques petites fautes de français. Mais je sais encore comment s'écrit le mot présidente et bien d'autres. Nous n'avons pas besoin de faire revenir les parents. Seulement un tout petit peu de rééducation dans cette matière. Et tout redeviendra comme avant. Les parents, eux, nous forceraient à aller à l'école et apprendre les maths, le français, la géométrie. Vous avez raison, mes amis citoyennes. Faisons revenir les parents. Et si la présidente, la première ministre et la directrice de la révolution ne le veulent pas, eh bien nous ferons une contre-révolution. La liberté, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Alors, qu'en dites-vous? Vive les parents! Vive les parents! Vive les parents! Vive les parents! Fini la liberté! Il ne faut pas exagérer. Révoltons-nous et retrouvons nos parents. Tous ensemble! La révolution! La révolution! Fini les bonbons qui pleuvent de partout! La révolution! Fini les présidents qui nous veulent la guerre! La révolution! Nous sommes libres de penser qu'il ne faut pas être trop libre. Alors, Madame la Présidente, Madame la Première ministre et Madame la directrice de l'ancienne révolution, que dites-vous? Vous voulez une deuxième révolution contre vous? Ou vous pliez et vous nous aidez à ramener les parents? Alors ça, ne comptez pas sur moi. Je me suis battue et je ne me battrai pas pour rien. Pas pour faire revenir les parents. Non, je ne tolérerai pas de recevoir des ordres de simples citoyens. Et si le devoir me le demande, je vous enfermerai au cachot si vous continuez à dire de telles sottises. Moi non plus, je ne suis pas non, ne m'attaquez pas. Si vous voulez, j'organiserai plus de fêtes médiévales et tout le monde sera content. Non, on ne veut pas de fêtes médiévales pourries. On veut nos parents. Oui, c'est eux qui nous ont tout appris. Oui, le parrain, c'est grâce à eux qu'on est ici. Et si vous ne voulez pas, on amènera la catapulte à caramel et on vous collera contre le mur jusqu'à ce que vous reteniez la leçon. Ça parle de la catapulte à caramel, la fête. Bon, on va faire ça. On va bien vous aider, hein. Mais un petit peu. Et moi, je veux bien aller chercher les parents. Mais attention, s'ils recommencent à trop nous donner d'ordre, on les réexpédie à l'autre bout du continent. Parce que ça va vite m'agacer. Va ranger ta chambre, va faire tes devoirs. Vous exagérez, madame. On n'a pas tant de devoirs que ça. Et puis, sans devoir, on deviendrait bête. La preuve. Oui, sans devoir, on serait bêtes comme des ânes. Oui, et puis l'école, ça ne sert pas à rien. On apprend plein de choses et on est avec nos copains. De toute manière, quand vous retrouverez votre école, vous serez bien contente. Et vous nous remercierez. Alors, avant de ramener les parents, faisons un peu le ménage. Sinon, ils vont nous demander de ranger nos chambres. Il faut que j'appelle les deux représentants du collège Fonsin, du lycée, de l'école Fonsin. Donc je vais appeler la deuxième candidate qui va traiter du sujet pour la scolarisation des filles. Et nous accueillons Moussa, mais également Ibtissam. C'est le nombre exact qu'il y a de personnes déplacées dans le monde. Je m'appelle Moussa, je suis en classe CM1.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sérieux, la guerre dans le monde. La guerre, c'est quand des pays, groupes ou personnes se battent avec des armes. Elle détruit des maisons, des écoles et même des villes entières. Mais surtout, elle détruit des vies. Des enfants comme moi quittent leur pays parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils ont perdu leurs parents. Elle fait pleurer les mamans, sépare les familles et empêche les enfants d'aller à l'école. Mais pourquoi faire la guerre? Pourquoi ne pas discuter, se parler, chercher la paix? La paix, c'est quand on se respecte, qu'on écoute les autres et qu'on essaie de vivre ensemble, même si on est différent. Je rêve d'un monde sans guerre, où les enfants jouent au ballon et non pas où ils courent pour se cacher. Je crois qu'avec l'amitié, l'amour et le respect, nous pourrons construire un avenir meilleur. Alors aujourd'hui, je dis non à la guerre, oui à la paix. Vous savez que dans le monde, il y a 31 millions de filles qui ont l'âge d'aller à l'école primaire, mais qui ne sont pas scolarisées. Et pourtant, l'éducation est un droit humain. Retenez bien ça. Moi, j'ai la chance d'être dans une école mixte où les filles, comme les garçons, ont la chance d'être scolarisées. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote sur Malala Yousafzai, une grande combattante pakistanaise. Depuis qu'elle a 8 ans, Malala lutte pour la scolarisation des filles. On lui a interdit d'aller à l'école, mais elle y est quand même allée. Son père, Ziauddin Yousafzai, était propriétaire d'une école de filles dans la vallée de Swat, au Pakistan. En 2012, elle a été victime d'un attentat commis par un taliban qui était contre la scolarisation des filles et elle a été grièvement blessée à la tête. Mais elle a continué à se battre jusqu'au bout. Sa devise est « Je crois au pouvoir et à la force des mots ». Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que la scolarisation changerait pour elle? Eh bien, sachez que le niveau de salaire est lié au niveau de diplôme obtenu. Plus une fille va loin dans ses études, plus elle a la chance de bien gagner sa vie. C'est parce que les filles font moins d'études que leurs revenus sont très souvent inférieurs à ceux des hommes. Dans les couples hétérosexuels, cela place donc la femme dans une situation de dépendance vis-à-vis de son conjoint. Scolariser les filles leur permettrait de choisir leur métier et de se séparer si elles en ont envie de leur conjoint en cas de violence conjugale ou de conflit dans le couple. Quand les filles sont peu scolarisées, elles se marient plus tôt. Une fois mariées, elles sont dépendantes de leur mari, qu'elles ne choisissent pas et qui est souvent plus âgé qu'elles. Elles ont beaucoup d'enfants très tôt et elles n'ont pas de vie personnelle. Elles ne se consacrent pas de temps pour elles. Scolariser les filles leur permettrait de se marier avec qui elles veulent, femmes ou hommes, ou de ne pas se marier et d'échapper à l'autorité de leur père. À bas le patriarcat, il faut changer le monde. Pour que toutes les filles soient scolarisées. C'est un scandale, mesdames et messieurs. Je compte sur vous.
Gallois. Non, s'il te plaît. Non, c'est mon collège. C'est mes élèves. T'as vu, ils sont d'accord. Merci. Alors, le 13e arrondissement, collège Évariste Galois, à Porte d'Italie. On reste évidemment neutre. On ne prend pas parti pour aucun collège, on encourage tout le monde de la même manière. Allez Galois! Nous allons accueillir la première oratrice qui va, accrochez-vous bien sur vos sièges s'il vous plaît, qui va traiter le sujet suivant. Vous êtes prêts? Les traumatismes transgénérationnels se répercutent-ils sur les générations futures? Point d'interrogation. Une pluie d'applaudissements et d'amour pour Fiona, s'il vous plaît. Est-ce que les traumatismes transgénérationnels existent? Est-ce que ces derniers se répercutent-ils sur nous à l'heure actuelle? Est-ce que ces derniers se répercuteront sur nos enfants? Nos petits-enfants? Cela existe depuis bien longtemps et ça nous touche tous à l'heure actuelle, même si on ne s'en rend pas compte. Les traumatismes transgénérationnels peuvent être définis comme une expérience traumatique ayant laissé des blessures émotionnelles qui s'étendent aux membres des générations suivantes, même si ces derniers n'ont pas expérimenté les faits. Je vais vous donner l'exemple de la maltraitance infantile. Au début, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas forcément de lien. Mais il était une fois une famille qui vivait au Sénégal, une famille de 24 enfants. Au début, on pouvait penser que c'était une famille parfaite, saine, calme, bien appréciée, mais en apparence. Les enfants vivaient des atrocités, des mares de sang, des traumatismes psychologiques et physiques à vie, des cicatrices indélébiles. Ce que la mère de la famille faisait subir aux enfants, elle-même l'avait vécu, et sa propre mère également. Un jour, l'aînée de la famille partit. Elle avait déjà eu 3 enfants, et elle partit en France, non par choix, mais par obligation. C'était celle qui avait le plus subi. Elle arrive en France, elle se reconstruit, refait sa vie. Elle rencontre un homme. Et ces deux ont un enfant, une jeune petite fille. Cette fille a tout autant baigné dans la violence que la mère. Elle a grandi dans la violence. Elle a vécu tout ce que la mère a vécu. Elle grandit, elle commence à s'exprimer, à prendre la parole. Elle écrit un texte et se trouve devant vous. Oui, c'est moi. Mais ça peut être toi ou n'importe qui ici dans cette salle. Nous sommes tous touchés. Mais il faut que ça cesse. Combien de fois on a dit qu'une petite fessée ne tuait pas? Combien de fois on a dit que c'était juste pour éduquer? Mais dites-moi, combien d'enfants sont morts à cause de ça? Combien d'hommes et de femmes vont continuer à perpétuer ce cycle à leurs propres enfants? Combien de temps va-t-il falloir attendre pour comprendre que les traumatismes transgénérationnels sont la première cause de la maltraitance infantile? Ils disent que les enfants font trop de bruit, mais c'est le silence qui me détruit. Quand les murs deviennent témoins. Des coups portés avec ses grandes mains. Mais mes petites mains à moi, elles sont cachées dans mes draps. Il n'y a pas de monstre dans le placard, papa. Car c'est toi le cauchemar qui frappe la nuit. Maman regarde, mais jamais ne fuit. Tout de suite avec le second discours du collège Évariste Galois. Pour
Pourquoi l'aide médicale d'État est-elle indispensable? Et j'accueille pour défendre ce sujet Ilham. Je ne suis qu'une élève de 3e. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ministre, mais aujourd'hui je prends la parole et je le fais avec la conviction tranquille que certaines choses doivent être dites, parce qu'elles engagent notre humanité. Je parle d'une loi, d'un dispositif discret, administratif que beaucoup ignorent, l'aide médicale d'État. 3 mots simples, 3 mots qui sauvent des vies. Derrière ces mots, il y a des visages. Celui de Lina, par exemple. Elle vient du Yémen, un pays ravagé par 10 années de guerre. Lina est née avec une maladie rare, l'amorose congénitale de Leber. Une maladie héréditaire qui entraîne, dès les premiers mois de la vie, une perte irréversible de la vue. Là-bas, il n'y a plus d'hôpitaux, plus de soins, plus d'espoir. Alors sa famille a fui. Et c'est ici, en France, que Lina peut être soignée. Elle peut désormais vivre et voir grâce à l'AME. Mais aujourd'hui, ce dispositif est remis en cause. On nous dit qu'il coûte trop cher, 1 milliard d'euros par an, ce qui représente seulement en vérité 0,5% du budget de la santé. On nous dit qu'il attire des étrangers qui profitent de la France. On dit, mais est-ce qu'on écoute ? La vérité, c'est que l'AME ne protège pas seulement les étrangers. Elle protège la société tout entière. Elle évite que des maladies graves, parfois contagieuses, ne se propagent. Elle incarne un principe simple, mais essentiel. On soigne, non pour faire des économies, mais parce que cela sauve. Et je le dis avec force, cette loi protège la santé publique et défend la dignité humaine. La remettre en cause, ce n'est pas faire un choix économique, c'est faire un choix politique. C'est désigner des boucs émissaires, c'est oublier que derrière les chiffres, il y a des êtres humains, des enfants, des femmes, des hommes. Et je pose la question, qui ici pense qu'en supprimant l'AME, la France deviendra plus juste, plus forte, plus humaine ? Je ne suis qu'une simple collégienne. Ce débat ne me concerne pas directement. Je ne suis pas en danger, ma famille ne l'est pas non plus. Je pourrais me taire, mais je choisis de parler. Parce qu'un jour, on m'a dit que le silence est complice et parce que je crois qu'on peut être jeune et défendre la justice. Moi, je veux pouvoir dire que ma France soigne sans condition. Qu'elle soigne non par intérêt, mais parce que toute vie mérite d'être défendue. Merci. Sujet très intéressant, en tant que prof de PS, je vais avoir l'oreille bien tendue. Le sport est-il une école de la vie? S'il vous plaît, merci d'accueillir Tom. Le sport est-il une école de la vie? Le sport, cette activité qui nous fait transpirer, crier et parfois même pleurer. Pour certains, c'est une passion, pour d'autres, une torture imposée par le prof de sport. Beaucoup disent que c'est une école de la vie. Bon, pour moi, ça me permet surtout de manger des gâteaux et du chocolat après une séance de boxe. Mais soyons plus sérieux et entrons en détail sur ce terrain qui divise beaucoup. La première leçon est l'esprit d'équipe. Le sport collectif, c'est comme une classe. Tout le monde est censé travailler ensemble, mais il y a toujours celui qui bavarde au fond ou qui fait n'importe quoi.
Et pourtant, c'est là qu'on apprend à coopérer, à se soutenir et surtout à ne pas crier sur son coéquipier qui a raté son service volé. Jouer en équipe, c'est apprendre à mettre son ego au vestiaire et à accepter la défaite. Ça permet aussi d'accepter les différences et d'avoir un but en commun, la victoire. La deuxième leçon est la persévérance. L'école, c'est comme un marathon. C'est dur, long, fatigant et semé d'embûches, comme les contrôles. Mais à la fin, grâce à nos efforts et notre persévérance, on sait qu'on passera la ligne d'arrivée, notre diplôme. Le sport nous apprend à avancer malgré les difficultés et à sauter au-dessus des obstacles. La troisième leçon est le respect. Faire du sport, c'est aussi apprendre à respecter les règles. Sinon, c'est un peu comme tricher un contrôle. On gagne peut-être, mais on n'est pas vraiment fier de soi. Ce respect est important en sport comme en classe pour que tout le monde puisse escalader le mur de la performance. Le respect est la corde qui permet de nous élever. Enfin, la dernière leçon est la discipline. Faire des exercices physiques ou en physique nous apprend la discipline. Se lever tôt le matin pour aller à l'école ou pour faire une séance de sport nous force à muscler notre mental et notre corps. La discipline nous apprend à organiser notre temps, à fixer des objectifs et à tout faire pour les atteindre. Réviser un contrôle par exemple. On n'a pas toujours envie, mais on sait que ça va payer à la fin. Pour conclure, si l'on me demande « Est-ce que le sport est une école de la vie ?» Je réponds oui, que ce soit par l'esprit d'équipe, la persévérance, le respect ou encore la discipline. Le sport nous apprend tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Alors, s'il vous plaît, soyez fair-play, applaudissez. Bravo Tom, bravo Bérénice, on peut saluer ton micro. Attends, Je rigole, je rigole. ah ouais, c'est bon. Donc elle est toute seule cette fois-ci, donc on va faire 2 fois plus de bruit. Ouais. Elle s'appelle Martha et elle va répondre au sujet non à la déforestation. Non, 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 non. Hier matin, j'ai pensé aux orang-outans. Bon, je vous explique. En prenant mon petit déjeuner, je lisais tranquillement mon paquet de céréales. Et là, j'ai vu écrit en tout petit, mais vraiment petit, avec huile de palme. Je suis outrée. Vous, ça ne vous fait rien? Parce que la Terre, c'est quand même notre planète à tous. Elle nous offre ce dont on a besoin, de l'air, de l'eau, un espace pour vivre et tant d'autres choses. En plus, les forêts dont on coupe les arbres pour planter des palmiers, pour faire de l'huile de palme, sont pour nous des puits de carbone qui nous donnent de l'oxygène. Vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre une petite fille de 11 ans et des grandes forêts tropicales. En fait, votre planète d'aujourd'hui est aussi ma planète de demain. Or, la déforestation est l'une des plus grandes causes de l'érosion de la biodiversité. On estime que 27 000 espèces animales et végétales disparaissent chaque année. Oui, 27 000, c'est énorme. Les forêts abritent environ 80% des espèces terrestres. Quand les arbres sont coupés, les animaux perdent leur maison et leur nourriture. Mais aussi, des tribus disparaissent, comme les Yanomami, qui sont chassés de leur terre. On ne peut pas faire ça, on est de la même espèce. Fermez les yeux. Allez, fermez les yeux. Imaginez votre quartier, votre maison que vous aimez tant, complètement rasée. Vous n'avez plus rien. Et ça, à cause d'une personne qui se croit supérieure à vous, juste pour son petit confort. L'Amazonie, l'Indonésie, l'Afrique tropicale. 3 continents très différents, mais avec un point commun. Ils écoutent les désirs de l'homme jusqu'à détruire les forêts. Est-ce que vous saviez qu'en Amazonie, des millions d'arbres sont abattus chaque année pour laisser place à la culture de soja pour nourrir le bétail?
L'Indonésie et l'Afrique tropicale, quant à elle, cultivent principalement de l'huile de palme. Vous savez, cette ressource très bon marché et très polyvalente, mais qui coûte très cher à notre planète. Elle est partout, dans les biscuits, le Nutella et même le shampoing. Chaque jour, des milliers d'hectares sont brûlés pour faire pousser des palmiers. Les orang-outans et toutes les autres espèces sont menacées. Leurs maisons brûlent, mais nous regardons ailleurs. Et donc, si on résume, viande, soja, Nutella à volonté, produits transformés, quel menu de luxe! Mais si on retire toutes ces bonnes choses, qu'est-ce qu'on va manger au buffet tout à l'heure? Heureusement, comme je suis gourmande et que vous aussi, j'ai travaillé la question et j'ai trouvé quelques solutions à tous nos problèmes. Quand je fais mes courses et que je me trouve devant le rayon pâte à tartiner et que je vois un pot de Nutella, j'imagine un bel oiseau tropical. Non, je préfère prendre le pot d'à côté, fabriqué en France et sans huile de palme. Si j'ai déjà mangé de la viande hier, je n'en remange pas aujourd'hui. On sait tous que c'est néfaste pour notre planète et pour notre santé. Non à la surconsommation de viande rouge, oui aux lentilles. Mais le mieux, c'est les lentilles avec du riz et une pointe de sel. Et en plus, c'est produit en France. Et aussi, pensons à utiliser du papier brouillon, du papier recyclé et des deux côtés. J'ai même imprimé mon discours recto verso. On peut tous faire quelque chose. Chaque geste compte. Il faut sensibiliser, il faut protéger, il faut respecter les forêts, les animaux et les peuples. Nous ne sommes pas supérieurs, nous sommes responsables. Il est temps de se réveiller, parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ni vous, ni moi. Nous, on nous l'apprend à l'être sans le savoir. Imaginez-vous marcher dans la rue et qu'on se moque de vous car il y a une couleur de peau que les autres n'acceptent pas. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Voir quelqu'un subir du racisme, oui, ça touche. Mais ce qui te touche encore le plus, c'est que toi, tu le vis. Et cela est blessant, touchant, et nous perdons la confiance en nous. N'oubliez pas que notre couleur, nos origines et nos talents sont notre force à nous tous. Maintenant, je vais vous développer le racisme. Le racisme, c'est comme par exemple les personnes qui disent que j'ai un ami noir, donc je ne suis pas raciste. Ces phrases qui sont semblées être gentilles sont des stéréotypes. Et ça doit pas être comme ça. Le racisme, c'est le silence. Comme par exemple, l'accusé a tendance à avoir la parole, mais la victime n'a pas la parole. Mais pourquoi? Car nous n'avons pas envie d'être jugés, encore plus. Les conséquences du racisme, c'est la peur, l'injustice et le silence. Le racisme à l'époque. À l'époque, nous étions considérés comme des objets. On a été maltraités. On est devenus des esclaves. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Le racisme est censé être aboli depuis des années. Mais pourquoi elle continue d'en avoir si c'est censé être banalisé? Les blagues racistes ne sont pas drôles. Elles blessent, elles propagent la haine. L'humour ne doit jamais servir en tant que blague, car c'est un manque de respect. Alors, j'ai des témoignages à raconter. Par exemple, une jeune femme, Ebony, qui a 20 ans, elle a participé dans une émission de chant et elle s'est fait victimiser, insulter sur les réseaux sociaux de Bamboula, Salwa et plein de choses racistes. Et cela, plein de femmes le vivent, comme Aya Nakamura et plein d'autres femmes le vivent. Toujours du racisme et ça doit cesser. Rosa Parks, née en 1913 en Alabama, elle l'a vécu aussi. Le 1er décembre 1955, elle est assise dans une rangée réservée aux Noirs. Un homme blanc a voulu prendre sa place. Elle a dit non, calmement et courageusement. Elle s'est faite arrêter. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Rosa Parks a vécu le racisme en étant brutale. Elle a été traitée comme une citoyenne de seconde zone.
Elle n'a pas seulement laissé sa place dans un bus, elle a construit son histoire. Martin Luther King était un jeune homme où dans son monde où il est décédé de ta couleur et de ta valeur. Mais il s'est toujours battu pour ses droits. Il s'est battu et il a transformé la douleur du racisme à de l'amour sacré. Soprano, qui a vécu à Marseille, où on l'a beaucoup jugé, on l'a mal regardé. Il a été traité comme un homme, comme s'il était voyou, juste parce qu'il était noir. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Soprano est la révélation que tu pourras résister. Il a réussi à faire passer des messages dans ses musiques, même si la discrimination était présente et même si où la vie n'était pas facile. Qui peut dire que tu peux résister. En conclusion, la racine fait exclure et fait douter. Comme celle des voix comme celle de Ebony, Rosa Parks, Martin Luther King, Soprano, ils ont refusé le silence et aujourd'hui ils ont parlé. Moi aussi, jeune fille noire, Abigail, oui, je parle car je veux dénoncer le racisme. Et il faut que ça cesse. La couleur, moi je veux un monde où la couleur de peau ne dit rien. Merci de m'avoir écouté. Vive les Noirs! Accueillir les migrants. Il s'appelle Siméon. On peut l'applaudir très très fort. Certaines personnes disent qu'il y a trop de migrants en France. Pourtant, ils ne représentent que 0,04% de la population totale en Europe. Des gens ont l'impression que la France est submergée par une vague migratoire et une arrivée massive de migrants qui viendraient créer des problèmes. Mais de quoi ont-ils peur? Que leur dire pour les rassurer? D'abord, la majorité des migrations est maîtrisée, légale et encadrée par l'État. En France, en moyenne, seulement 3% des migrants sont considérés comme illégaux. Ensuite, les migrants contribuent à l'économie. En effet, beaucoup d'entre eux travaillent dans des secteurs où on manque de travailleurs. Le bâtiment, la restauration, etc. À certaines époques, la France a eu fortement besoin des personnes immigrées pour faire fonctionner son économie. Alors peut-être faut-il se rendre compte de ce qu'ils nous apportent et de les remercier, de construire nos maisons et cultiver nos champs, plutôt que d'avoir peur d'eux. Les migrants payent des impôts et les études montrent qu'ils cotisent plus qu'ils ne reçoivent d'aide. En effet, une étude de l'OCDE a montré que la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations était supérieure aux dépenses publiques consacrées à leur protection sociale, leur santé et leur éducation. Alors peut-être faut-il arrêter de les considérer comme des profiteurs. Et l'argument selon lequel on ne peut pas accueillir toute la misère du monde est faux. On oublie que la majorité des migrants sont accueillis dans des pays pauvres et non en Europe. Alors nous, la France, en tant que puissance économique mondiale, nous avons les ressources pour en accueillir un certain nombre. Et parmi les migrants, il y a de plus en plus de femmes. Elles sont souvent enceintes et déjà en charge d'enfants en bas âge. La plupart d'entre elles ont subi des violences. Alors que dirions-nous si c'était nos mères, nous-mêmes ou nos frères et sœurs qui seraient concernés et qui avons fui notre pays pour des raisons de sécurité ou pour tout simplement aller chercher une vie meilleure? En conclusion, c'est un sujet sensible qui provoque des peurs et parfois même de la haine. Et comme souvent, il s'agit de faire attention à ne pas croire de fausses informations ou de faux chiffres et de replacer les choses dans leur contexte et surtout de ne pas oublier notre part d'humanité. Merci de m'avoir écouté. Ma petite sœur, elle a 11 ans. Quand elle voit des SDF dans la rue, elle pleure. Donc aujourd'hui, là, maintenant, je me demande, quand avons-nous arrêté de pleurer? Quand est-ce que la vie, le monde, nous a poussés à continuer de marcher? Alors en fait, la réponse, elle est très très simple. J'ai 15 ans, 5 euros en poche, et
et je vais pas sauver le monde en allant en cours. Non, c'est vrai, on a tous nos difficultés, nos obligations, nos problèmes. Et à la fin de la journée, on n'est pas obligé de supporter la misère du monde alors qu'on a déjà du mal à faire face. Mais alors, que faire de cette culpabilité? De cette impuissance d'être mis face à l'horreur au quotidien et d'être obligé de fermer les yeux? À qui en vouloir? Aujourd'hui, j'aimerais juste ouvrir les yeux sur toutes les choses horribles qui deviennent normales. Juste pour qu'on puisse se dire, c'est vous, c'est pas normal. À une époque où l'individualisme est plus fort que jamais, doit-on en vouloir à l'État de nous mettre en position d'impuissance? Ou à nous? C'est juste horrible. Pour les victimes, pour nous aussi. Quand quelqu'un fait un malaise dans les transports, oh le con, il aurait pas pu attendre une minute de plus? C'est tellement triste. Et même au-delà des SDF, je me choque parfois par mes propres réalisations. Est-ce que vous avez tous vu la photo qui a remporté le prix de la meilleure photo de presse de 2025? Ah. Ok, petite description pour ceux qui l'ont pas vu. Un petit garçon, 9 ans, et les deux bras arrachés dans une explosion à Gaza. Ouais, là normalement c'est le moment où vous vous demandez quel est le rapport avec les malaises passagers, j'y viens tout de suite. Quand on voit écrit en gros titre « De nouveaux bombardements à Gaza » après avoir vu le visage de ce petit garçon, ça prend une autre valeur. Voilà le rapport, la déshumanisation. On a besoin de mettre des visages sur les chiffres pour leur donner un sens. Staline a dit... Ouais, je sais, Staline. 10 morts, on s'offusque, 2 millions et c'est une statistique. En histoire géo, on parle de génocide. On est allé au mémorial. On ira sans doute au mémorial pour les Palestiniens d'ici quelques années. En attendant, on continue de changer de wagon, changer de chaîne, et toujours de continuer de marcher. Alors aujourd'hui, j'ai pas de solution. Hein, non, la misère, l'horreur, ça fait partie de la vie. Les seules solutions que je pourrais donner éventuellement, c'est donner, si on le peut. Appeler les urgences quand on s'inquiète pour quelqu'un. Réveiller notre empathie collective pour réveiller notre dignité au passage. Garder les yeux grands ouverts et surtout, ne jamais cesser de s'indigner. C'est quand on cesse de s'indigner d'une situation qu'elle devient normale et qu'elle prend une place. Juste ressentir l'injustice, c'est déjà beaucoup. Merci de m'avoir écouté, j'ai un petit déjeuner à finir. En 3 minutes et elle a fait ça avec brio, vraiment trop forte. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Mais pas du genre film de Noël, avec des plumes moches, de la neige et un bisou à la fin. Non. Moi, je vais vous parler d'un amour qu'on cache, qu'on juge et qu'on attaque. Un amour qui fait encore peur à certaines personnes. L'amour entre des filles ou encore l'amour entre deux garçons. L'amour, tout simplement. Et cet amour-là, je le connais bien. Il fait partie de moi. Il m'habite, il me construit, mais il m'a aussi parfois brisé. Parce que j'ai osé être moi. Parce que j'ai aimé autrement que ce que certaines personnes appellent normal. Résultat, des insultes, des moqueries, comme sale pédé ou fille manquée, et plein d'autres encore. Les gens avaient beaucoup d'imagination. Et le pire, le silence. Le genre de silence qui vous fait plus mal qu'un cri. Oui, j'ai été harcelé 5 ans à cause de ça, parce que je suis dit homosexuel. 5 ans de souffrance et d'émotions fortes, 5 ans de remise en question permanente, et surtout 5 ans de peur. Parfois on me demandait, mais t'es sûr, c'était juste une phase? Comme si j'avais commandé une orientation sur Amazon et que je la retourne les 30 prochains jours. Puis il y avait les grands classiques comme c'est contre nature. Parce que oui, 2 hommes qui s'aiment c'est choquant, mais des gens qui mangent de la pizza à l'ananas, là plus personne ne dit rien. L'homophobie, ce n'est pas juste une blague balancée dans la cour d'école. C'est un poison. Ça commence par des blagues, des rires. Ça finit dans les larmes, la peur, l'isolement, voire pire. Oui, encore aujourd'hui, des jeunes se font harceler, rejeter, frapper parce qu'ils aiment autrement. Et vous savez quoi? Je suis encore là, debout. Et aujourd'hui, c'est moi qui parle. C'est moi qui choisis les mots. Pas pour accuser, pas pour me venger, quoique je pourrais le faire, mais c'est pour faire comprendre. Aimer, ce n'est pas un crime et ce n'est pas contagieux. Promis, vous ne deviendrez pas gay en se serrant la main, sinon ça fait longtemps que je devrais serrer la main à certaines personnes. Moi, ce que je veux, c'est un monde où chacun peut être soi. Un monde où on peut dire je t'aime sans se dire est-ce que je vais le regretter demain. Un monde où l'amour ne s'écrit pas dans les croix incarnées ou dans des messages supprimés. Quel monde voulez-vous construire pour le futur?
Alors à vous qui m'écoutez, soyez curieux, pas cruel. Écoutez au lieu de juger, soutenez au lieu d'isoler. L'homosexualité n'est pas un choix. Personne ne se réveille un matin en se disant « Hey, et si je devenais homosexuel ?» Et à ceux qui, comme moi, ont été blessés, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Votre histoire vaut la peine d'être entendue et votre amour, quel qu'il soit, mérite d'être vécu librement. Parce qu'au fond, aimer, ce n'est pas un crime. C'est peut-être même ce qu'on a de plus beau offrir au monde. Je vous remercie. Le sujet est le suivant. La place de la femme noire dans la société française, et nous accueillons pour cela Majula. Et à la grande À la journée, je m'appelle des élèves exclus. Et le soir, en fait, ils sont en classe sociale. Et ils accueillent les gamins du quartier. Aujourd'hui, je me présente à vous avec mes couleurs. Fièrement, mes couleurs, celles de ma peau, de mon histoire, de mes origines, celles qu'on a trop souvent voulu effacer. Fière que tout le monde voit mes racines, fière que tout le monde sache que je suis française. Pas par choix, mais par l'histoire qu'on m'a imposée. Parce que la France, ça a colonisé mes terres, s'est emparée de mes ancêtres. Parce que oui, française est ma nationalité. Je suis de nationalité française, certes, mais l'origine, elle, ne se lit pas dans les papiers. Et en même temps, comment puis-je me sentir française? Comment pouvons-nous nous sentir françaises avec le syndrome de Stockholm collé à notre peau? Le pays des droits de l'homme, mais quels hommes? Et surtout, quelles femmes? Pourquoi mes droits à moi doivent toujours attendre? Pourquoi faut-il que je crie 2 fois plus fort pour qu'on m'entende à peine? Qui restent dans leurs illusions, qui se cachent dans leurs mensonges. Ils ne veulent pas entendre que la France n'est pas salie par l'immigration, mais par eux, par leur silence, leurs oublis, leur refoulement. Ce que je viens de citer n'est pas ma France. Ma France à moi, elle est multiple, noire, arabe, blanche et même métisse. Elle débat, elle doute, elle fait du bruit. Elle vit dans les quartiers, dans les métros, dans les voix qui s'élèvent. Elle est fière de ses mélanges, de ses colères, de ses espoirs. C'est la France des femmes qui refusent l'ombre, des rêves qu'on écrit à voix haute. Mais cette France, elle oublie encore trop souvent celles qui la font tenir debout. Elles, les miennes, leurs souffrances, leurs peines, leurs larmes, avec la sueur de leur front, les cris qu'on n'écoute jamais. Elles, les miennes qu'on relègue aux coulisses de la vie, toujours là à servir, soigner, essuyer, jamais à écrire, diriger et même briller. Et nous, dans tout ça, nous, les filles des exilés, les invisibles du fond de la classe, les êtres humains du 3e rang. On est peut-être leur héritière, certes, mais nous ne sommes pas leur copie. On doit refuser ce sort. On se doit de refuser ce sort. C'est peut-être ce qu'on attend de nous, mais moi, je n'en veux pas. Je ne veux pas réduire ma vie à ma couleur. Je suis la femme noire d'aujourd'hui, celle qui se défait des chaînes qu'on lui a imposées hier et qui demain sera celle qu'on regardera dans les yeux plutôt que dans les stéréotypes. Je veux écrire, pas répéter. Je veux choisir, pas hériter. Je ne veux pas obéir. Je veux écrire mon histoire, mes choix et mes victoires. J'ai grandi dans vos silences, maintenant je crie. J'ai appris à baisser la tête, maintenant je la lève. Et cette fois, on n'attendra pas qu'on nous le donne. On le prendra, notre destin, avec nos voix, nos mots, nos vies, au prix de nos vies. De la perception et de l'invisibilisation de la femme noire. On accueille, s'il vous plaît, pour clore ce magnifique concours, Alisha. Trop visible dans les clichés, jamais assez dans les vrais rôles. Pourquoi lorsqu'une femme noire apparaît dans un film français, c'est presque toujours dans un film de banlieue? Et dans ces films-là, elle est trop souvent bruyante, insolente, habillée court ou en colère. On dirait que la seule place qu'on lui laisse, c'est celle de la fille sauvage, perdue ou provocante. On ne la voit pas médecin, ni artiste, ni rêveuse. Elle est rarement l'héroïne, encore moins l'amoureuse. Dans le film Bande de filles, réalisé par Céline Sciamma, on suit un groupe de jeunes filles noires. C'est un film important, oui, mais encore une fois, ça se passe dans une cité.
Encore une fois, elles crient, elles fument, elles se battent. Et on finit par croire que c'est la réalité pour toutes. Mais pourquoi ne pas montrer une fille noire timide, drôle, douce, passionnée par la littérature ou les étoiles? Pourquoi les rôles profonds, sensibles et réfléchis sont-ils toujours pour les autres? Ces clichés ne sont pas seulement faux, ils sont dangereux. Parce qu'à force de les répéter, on finit par y croire. Et les filles noires, elles, finissent par se demander, y a-t-il un rôle pour moi en dehors du bruit et de la colère? Et si les écrans peinent encore à accorder une place juste et visible aux femmes noires, la scène politique, elle, ne fait guère mieux. Car l'invisibilisation ne s'arrête pas aux fictions, elle s'étend également aux lieux de pouvoir. En France, sur les 577 députés que compte l'Assemblée nationale, seules 2 sont des femmes noires. Ce chiffre en dit long sur le manque de représentation des femmes noires dans les sphères politiques. Ce n'est pas parce qu'elles manquent de courage, de compétences ou d'idées, mais parce qu'elles sont encore trop souvent invisibilisées, freinées par des barrières racistes et sexistes. Il est temps que cela change. Il est temps que nous, femmes noires, réalisions que notre place n'est pas uniquement dans l'ombre ou dans l'attente. Notre voix, notre intelligence, notre créativité et notre force doivent être visibles. Il faut oser rêver grand, prendre la parole, entrer dans les espaces de décision et se soutenir les unes les autres. Le monde ne changera pas sans nous. Et nous n'avons plus à attendre qu'on nous autorise à exister pleinement. Il est temps d'écrire d'autres histoires, des histoires où les femmes noires peuvent être tout, et surtout elles-mêmes. Merci. Bonjour tout le monde. Nous représentons l'école 4 Pierre Fonsin. Nous allons vous montrer notre travail sur l'éloquence et le slam. Dans notre quartier Fougères, on a tous une carrière. Mais par contre, à Fonsin, on n'est pas des chiens. À Fonsin, il n'y a pas beaucoup de poussins. Aucun crétin, mais beaucoup de malins. Tout le monde a des reins. Là-bas, à Fonsin, il y a très peu de chagrin et aucun sapin. À Paris, un quartier s'appelle Fougères. Et à Fougères, on gère. On ne se laisse pas faire. À Fonsin, il y a des lampadaires, mais pas de rivière. On ne se laisse pas faire. Moi, j'aime les gens qui ont du caractère. À Fonsin, défis, loisirs, récréation. Tout pour nos petits poussins. On s'y fait quelques câlins. À Fougères, il y a quelques réverbères, mais pas de mer ni dessert. Notre quartier est lunaire, mais le jour, c'est tout le contraire. Il est solaire. À Pierrefontaine, il y a beaucoup d'Africains. Des Marocains, des Maliens et des Algériens. Mais vous ne trouverez pas beaucoup d'Amérindiens. Notre quartier bien-aimé, il est tous habité. Grand-père, grand-mère, frères et mères. Là-bas, tous ont une carrière. Voilà notre quartier Fougères. Fonsin, à toi la vie. Fonsin, depuis que tu es entré dans ma vie, tu n'en ressors plus. Fonsin, depuis que je suis ici, je me sens bien, aimée et protégée. Fonsin, je voudrais que tu me fasses la promesse de rester là pour que je puisse venir te chercher et partir loin vers l'éternité. Fonsin, grand cœur sur toi!